Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Nous avons commencé notre relecture de la Chambre des Secrets en compagnie d'Harry qui passe un été plutôt désagréable chez les Dursley. Et oui, notre pauvre Harry qui n'a pas de nouvelles de ses amis et du monde magique. Mais quelque chose me dit qu'il ne va pas se sentir seul très longtemps dans ce chapitre 2. Petit test, on est sûr que votre ami qui connaît le moins Harry Potter a pourtant déjà entendu parler de Dobby. Dobby, l'elfe de maison qui fait son entrée fracassante dans ce chapitre et qui, malgré lui, va donner du fil à retordre à notre héros préféré. Avant qu'on s'automutile comme Dobby pour avoir oublié de le faire, il y aura bien sûr en fin de chapitre une volière où on tentera de répondre à vos hiboux. Allez, parce que c'est un si grand honneur de faire la connaissance de Dobby, place tout de suite au chapitre. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Chapitre 2, l'avertissement de Dobby. Quand il rentre dans sa chambre, Harry se retient de crier, car l'individu qui se trouve sur son lit, en plus de ça, n'est pas un sorcier. C'est une petite créature avec de longues oreilles et 2 gros yeux verts globuleux. Les mêmes yeux qui l'avaient fait sursauter un peu plus tôt dans l'après-midi. Son seul habit, c'est une sorte de thé d'oreiller avec des trous pour les mains et les jambes. Et non, ce n'est pas une serpillière, c'est un gilet. Il y a même des trous pour passer les bras. Et c'est génial pour sortir les poubelles. Si vous avez la référence, on vous aime. Et si vous êtes des années 2000, vous avez peut-être moins de chance de l'avoir, cette référence. Voyant Harry, la créature descend du lit et s'incline. Elle se présente comme étant Dobby et dit que c'est un grand honneur de faire la rencontre d'Harry. Sa voix est aiguë et Harry craint que les Dursley l'entendent au rez-de-chaussée. Harry se laisse tomber sur la chaise de son bureau et il demande qui il est exactement. Dobby lui apprend alors qu'il est un elfe de maison. Tout en restant poli, Harry dit à Dobby que c'est peut-être pas le meilleur moment pour recevoir un elfe de maison. Dobby, il est très cassé et il dit à Harry qu'il est venu l'informer mais sans savoir par où commencer. Harry lui propose alors de s'asseoir. Mais grosse erreur de la part d'Harry, parce que Dobby se met alors à pleurer bruyamment. Dobby gémit qu'aucun sorcier n'avait jamais demandé à Dobby de s'asseoir comme un égal. Est-ce que j'ai une vidéo de toi en train d'imiter Dobby ? Est-ce que cette vidéo restera à tout jamais dans ton portable et n'en sortira jamais ? Oui. Marina aime bien me filmer quand je le sais pas, de façon secrète comme ça. À ton insu. Ça rend les choses encore plus drôles. Harry essaie de réconforter l'elfe pour qu'il se calme en lui disant que les sorciers que Dobby fréquente ne doivent pas être très sympas en fait. Nouvelle grosse erreur d'Harry, parce que Dobby acquiesce, puis il se lève d'un bond pour se cogner la tête contre la fenêtre en criant « Méchant Dobby, méchant Dobby !» On est dedans, on est immergé dans l'histoire avec mon imitation de c'est Dobby. ce que je vois, c'est... Harry se précipite et il ramène Dobby sur le lit. Mais le mal est fait, et Hedwige s'est même réveillée en poussant des ululements et en agissant ses ailes contre sa cage. Dobby explique à Harry qu'il fallait qu'il se punisse, car il a failli dire du mal de sa famille, car chaque elfe de maison est au service d'une famille de sorciers durant toute sa vie. D'ailleurs, Dobby il explique à Harry que sa famille ne sait pas qu'il est venu ici, et il faudra donc qu'il se punisse très sévèrement, sûrement en se passant les oreilles dans la porte du four. Un beau programme. Dobby explique que de toute façon, il s'automutile tous les jours et que sa famille lui rappelle parfois même de se rajouter quelques punitions supplémentaires. Alors, on le voit, l'automutilation, je me demande en fait si c'est une particularité de Dobby ou est-ce que les autres elfes de maison, ils peuvent être amenés à faire pareil. Et est-ce que c'est pas sa famille qui l'a obligé à se mutiler en fait ? Ouais, bah oui, parce que c'est ça, c'est que sa famille est horrible. Ouais. Mais je me demande par exemple tous les elfes de maison qui sont dans des familles similaires à celles des Malfoy, est-ce que elles peuvent avoir le même comportement autodestructeur que Dobby ? Je sais pas du tout. On le voit pas, je crois pas. On voit Winky boire dans la coupe de feu une fois qu'elle est renvoyée par Barty Croupton. Mm. Elle boit de la bière au beurre et sur les elfes de maison c'est un alcool très fort. Donc elle s'alcoolise, mais elle a pas l'air de s'automutiler en fait. Et je me suis toujours demandé si les elfes faisaient ça. Un trait caractéristique à Dobby.
Harry est choqué d'apprendre tout ça et il demande à Dobby pourquoi il ne s'enfuit pas tout simplement. Et Dobby lui répond que la seule façon pour un elfe de maison de s'enfuir, c'est d'être libéré par sa famille. Alors petit point sur l'inspiration de J.K. pour les elfes de maison. Je sais pas si tu le savais, mais J.K. n'a pas inventé à 100% les elfes de maison, et elle a puisé son inspiration du folklore écossais. Non, je savais pas. Tu savais pas ? En fait, une de ses inspirations, et en fait la principale inspiration, ce sont les brownies. Et en fait, les brownies... C'est trop bon, les brownies. Ouais, j'étais sûr que t'allais faire une blague comme Clin ça. d'œil, wink wink. On parle pas de ceux à manger, hein. Mais en fait, les brownies sont donc des personnages du folklore écossais, et on doit leur popularisation à l'illustrateur Palmer Cox à la fin du 19e siècle. Et en fait, Palmer Cox les représentait comme des petites créatures de 90 cm qui sont d'excellents domestiques et d'excellents compagnons aussi. Alors, il n'y a pas la notion d'esclavage, en fait, chez les brownies. Ça, c'est une notion que va apporter Rowling dans Harry Potter. Et au contraire, d'ailleurs, parce qu'en fait, les brownies, ils apportent plutôt la bonne fortune à la famille. Par contre, et là, c'est le point peut-être le plus important, il y avait déjà dans le folklore des brownies le fait qu'ils quittent leur foyer si jamais on leur offre des vêtements. Donc, en fait, J.K. a recyclé cette idée-là. Alors, c'est pas... comment dire ? En fait, c'est souvent une erreur de la famille, c'est comme parce qu'il n'y a pas le brownie est pas un esclave de sa famille, mais par exemple en lui donnant un bonnet à son brownie parce qu'il va avoir froid dehors, en fait il est malicieux, le brownie ou brownies, je sais pas comment on dit au singulier, et en fait il va en profiter pour s'échapper. Mais donc du coup, s'il peut pas partir à moins d'avoir un vêtement, c'est qu'il est quand même un peu en esclavage, c'est qu'il est retenu par quelque chose contre son gré. Je pense que si tu le maltraites, il part. Enfin, j'ai jamais vu de comics des brownies de cet auteur-là notamment, mais il y a pas d'esclavage. Ils sont pas esclaves de leur famille et en fait ils adoptent leur famille quelque part. Donc je pense que si la famille les nourrit pas, s'ils sont maltraités, je pense qu'ils restent pas. D'accord. Mais de toute façon, je pense pas qu'il y ait eu un cas de figure comme celui-là parce que c'était des petites bandes dessinées au ton joyeux et simple. Mais s'ils ont un vêtement par mégarde, est-ce qu'ils sont obligés de partir ? Je crois pas qu'ils soient obligés de partir. Mais par contre, ils aiment bien être plus malins que leur famille, donc du coup, ils s'en vont parce que la famille... Tu connaissais les comics avant ? Comment ? Des brownies, tu connaissais ? Bah, je connaissais, je crois qu'on en avoir déjà parlé pour le podcast, mais avant de faire des petites recherches comme ça, non, je connaissais pas avant Harry Potter, ça c'est sûr. Et sans doute que les lecteurs écossais... ont plus de chances en fait de reconnaître l'inspiration de J.K. En entendant tout ça, Harry il prend du recul sur sa situation et il trouve qu'à côté de la famille de Dobby, les Dursley ont presque l'air humains. Il demande comment il peut aider Dobby, mais en entendant la proposition d'Harry, Dobby s'apprête à déclencher une nouvelle crise. Harry le calme juste à temps et Dobby lui dit qu'il était au courant de sa grandeur mais pas de sa générosité. Harry lui dit que sa grandeur, c'est qu'une rumeur et que, par exemple, en fait, la meilleure de sa classe a toujours été Hermione. Mais Harry s'arrête parce que penser à Hermione, ça lui fait du mal. Dobby voit dans ce que dit Harry de la simple modestie, et très ému, il dit que Harry, par exemple, il parle jamais de sa victoire contre celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Harry lui demande s'il parle de Voldemort, et Dobby recommence à gémir en entendant son nom. Alors Harry s'excuse et il sait que pas mal de personnes n'aiment pas entendre son nom comme son ami Ron par exemple. Mais une nouvelle fois il s'interrompt parce que penser à Ron est tout aussi douloureux que de penser à Hermione. Dobby ajoute qu'il a entendu dire qu'Harry a de nouveau combattu le Seigneur des Ténèbres il y a quelques semaines et il s'en est sorti une fois de plus. Les larmes aux yeux, Dobby dit d'Harry qu'il est vaillant et audacieux, mais qu'il est quand même venu avertir Harry de ne surtout pas retourner à Poudlard. Harry est choqué par la demande de Dobby. Il lui dit que c'est impossible parce que Poudlard c'est chez lui et qu'il appartient au monde des sorciers et pas à cette famille. Mais Dobby il tient tête à Harry et il couine que non, Harry doit rester là et qu'il est trop précieux pour mettre sa vie en danger. En demandant plus de détails, Harry apprend par un Dobby tout tremblotant qu'il y a un complot contre lui qui l'attend à Poudlard et qui est prévu depuis des mois. Mais Dobby, il en a trop dit et il commence à se cogner la tête contre le mur. Harry l'éloigne du mur et il se risque à lui demander si cela a à voir avec vous savez qui. Mais Dobby fait non de la tête. Alors le fait qu'il dise non,
Ça me perturbe un petit peu à ce moment-là. Et je te propose de faire une petite pause sur le journal, enfin sur l'historique du journal de Tom Jedusor, et au final, comment Dobby est au courant du complot. De tout ça. Alors, on va en apprendre plus sur le journal dans Le Prince de Sang Mêlé. Dumbledore va expliquer à Harry en fait que Lucius ne savait pas que l'objet était un Horcrux et qu'il devait simplement savoir qu'il permettrait la réouverture de la Chambre des Secrets. Lucius attendait en fait le feu vert de Voldemort pour l'introduire à Poudlard, le journal, mais finalement Voldemort a disparu peu de temps après lui avoir donné, donc la mission s'est jamais faite. Et là, dans la Chambre des Secrets, Lucius il a donc glissé le journal à Ginny pour d'autres raisons en fait. D'abord, selon Dumbledore bien sûr, pour discréditer Arthur Weasley, son ennemi au ministère de la Magie. Deuxièmement, pour faire renvoyer Dumbledore à cause du scandale de la Chambre des Secrets, mais aussi se débarrasser en même temps d'un objet compromettant comme il le fait chez Barjo et Burke. C'est pour ça que quand Voldemort a appris pour le journal après son retour, il est entré dans une colère froide contre Lucius parce que finalement il avait gâché un de ses Horcruxes. Et l'échec au département des mystères à la fin de l'Ordre du Phénix, ça a rien arrangé. Donc Lucius, c'est pour ça qu'il est détesté en vrai de Voldemort. Mais on peut se demander avec ça, si Lucius, en fait, finalement, est-ce qu'il espérait pas aussi secrètement devenir le nouveau directeur de Poudlard ? Et est-ce qu'il aurait pu proposer sa candidature ? Parce que discréditer Arthur, faire renvoyer Dumbledore et se débarrasser du journal, d'accord, mais renvoyer Dumbledore pour qui ? Et je me demande, est-ce que Lucius voulait pas de prendre la place de Dumbledore ? Bah oui, ça correspondra avec le personnage. Puis de toute façon, on avait vu dans l'épisode spécial sur les contes de Biddle le Barbe, l'épisode spécial Noël, que le désamour entre les Malfoy et Dumbledore, ça remonte à l'arrière-grand-père de Drago, je crois. Ouais, je sais qui voulait plus exactement. déjà faire interdire les contes parce que ça aidait à promouvoir l'amour entre les moldus et les sorciers. Donc du coup, je pense qu'ils ont toujours voulu faire un peu virer Dumbledore dans la famille, et pourquoi pas les remplacer par Lucius, pour imposer leurs valeurs de sang pur, toujours pur. Et on peut se demander aussi, finalement, c'était quoi le plan de Voldemort en donnant le journal intime à Lucius. Effectivement, à mon avis, ils avaient évoqué l'idée de l'introduire à Poudlard, mais je me demande si Voldemort, il avait pas un autre plan dans le sens où il fallait peut-être donner le journal à un Serpentard qui aurait été un peu de facto l'héritier de Serpentard, tu vois ce que je veux dire ? Et de pas le donner à n'importe qui, de pas le jeter... Oui, Weasley, surtout pour aider Lucius dans la quête contre les Weasley qui l'exècrent. Je sais pas pourquoi il déteste tant les Weasley. Bah parce qu'il représente tout ce qu'il déteste en fait dans les familles de sorciers. Tout ce qu'il déteste, et pourtant c'est des sangs purs, tu vois. Mais je pense que c'est pire encore que ça soit des sangs purs, justement, parce que c'est des sangs purs, mais ils souillent, en fait, le prestige que se doit une famille de sang pur. Et après, elle est sang pur, mais dans la définition qu'on donne de sang pur, mais en vrai, il n'y a aucune famille de sang pur de toute façon, donc... Mais voilà, on peut se poser des questions autour de ça. C'est vrai que si Voldemort a donné le journal intime à Lucius, enfin Dumbledore, je pense qu'il a raison de suggérer que c'était pour l'utiliser. Il y avait un plan derrière ça. Pourquoi cacher un Horcrux chez Lucius ? Le journal intime, quand on y pense, il a un peu une place à part en fait dans les Horcrux de Voldemort, à part Harry ou Nagini, parce que Nagini c'est le dernier. Mais en fait, il a choisi des objets parce qu'ils avaient une valeur à ses yeux. Le journal intime a assez peu de valeur en soi, mais pour le coup, le journal est juste une trace de son passage à Poudlard. Bah, mais c'est quand même important pour Voldemort. Ouais, c'est important, ouais. C'est ses souvenirs, c'est son passé à Poudlard, et je pense que Poudlard, ça a une place importante pour lui, même s'il veut pas se l'avouer. Et Dumbledore a une place importante dans sa vie, même s'il veut pas se l'avouer aussi. Mais contrairement aux autres Horcrux, et là j'évacue Harry ou Nagini, les derniers, mais contrairement aux autres qu'il a fait exprès et pendant son règne, le journal, il a un but, tu vois. Il peut être utile. Les autres Horcrux sont pas faits pour être utiles, ils sont juste faits pour rendre Voldemort immortel. Et là, c'est un souvenir, son Horcrux c'est sous forme de souvenir, et un souvenir qui permet d'ouvrir la Chambre des Secrets. Et en le donnant à Lucius, il avait conscience de ça, tu vois, que le journal pouvait avoir cette utilité-là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas juste un Horcrux qu'il a caché chez Lucius. Et je sais pas, et je me demande si finalement il était pas mort, si son règne avait duré, qu'est-ce qu'il aurait fait avec Lucius de ce journal ?
Enfin, comment, en tout cas, il s'en serait servi, à qui il l'aurait donné à Poudlard. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est intéressant de se demander. Et justement, quand Dobby dit non de la tête, comme quoi le complot ne concerne pas Voldemort, il a les yeux grands ouverts. Je cite, comme s'il essayait de suggérer quelque chose à Harry. Et Harry, à ce moment-là, il est perturbé et il demande si Voldemort a un frère. Mais est-ce que c'est pas, justement, avec tout ce qu'on a dit, est-ce que c'est pas une facilité narrative ? Parce que, tu vois ce que je veux dire ? Finalement, il n'y a rien à suggérer, en fait. C'est-à-dire que Dobby, il doit savoir que ça concerne Voldemort, puisque c'est lui-même, Voldemort, qui a donné le journal à Lucius. Donc s'il n'était pas du tout au courant, Dobby, de l'origine du journal, il essaierait même pas de suggérer quelque chose. Pourquoi ça serait une facilité narrative ? Je comprends pas. Parce que si Dobby était tout à fait honnête, à la question d'Harry, il dit bah oui, c'est lié à Voldemort. Et là, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de twist, on sait que c'est Voldemort qui est dans le coup. C'est pas très cohérent que Dobby veuille suggérer quelque chose. Ça veut dire qu'il est au courant que c'est Voldemort. Mais dans ce cas-là, pourquoi il dit pas la vérité à Harry ? Au départ, c'est à Voldemort, mais après, c'est Lucius qui en fait quelque chose. C'est pas sur ordre de Voldemort, puisque Voldemort, il a disparu dans l'esprit de tout le monde. Ah, tu penses qu'il veut dire que ça va être une action de Lucius et pas une action de Voldemort ? Le danger vient pas de Voldemort en soi. Le danger, il vient de Lucius. Ouais. C'est pas Voldemort qui glisse ce journal dans le panier de Ginny. Mais Dobby, on est d'accord qu'il sait que Voldemort est à l'origine du journal et que c'est Voldemort qui a donné le journal à Lucius. Oui, mais c'est pas Voldemort qui donne l'ordre à Lucius d'en faire quelque chose. Parce que dans l'esprit de tout le monde, il est mort, Voldemort. Mais la question quand même d'Harry, c'est est-ce que ça a un lien avec Voldemort ? Ouais, voilà, tu cherches la petite bête. Non, mais c'est important parce que les elfes de maison, c'est parce que Dobby, il ment à sa famille en venant chez Harry, tout ça. Et finalement, il ment un peu à Harry. Enfin, je trouve que, tu vois, ça aurait facilité pas mal les choses, qu'ils lui disent oui, ça a un lien avec Voldemort. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de raisons pour qu'ils le disent pas à Harry. Tu vois ce que je veux dire ? Si ce n'est le fait de garder le mystère, en fait. S'il le dit, pour le coup, il trahit totalement sa famille. Ouais. Et là, limite, c'est le suicide pour Dobby. Déjà, il trahit sa famille en venant prévenir Harry en lui disant rien et en causant la misère dans sa vie. Mais là, s'il lui avoue que c'est carrément Voldemort à l'origine, là, pour le coup, au pauvre Dobby, on donne pas cher de sa peau. Ouais, il doit être bloqué entre deux eaux, en fait. Oui, il est totalement bloqué entre la fidélité due à son être, en fait, à sa famille, et puis aussi la volonté de faire le bien et de protéger Harry. Non, je vois. Et ça sert le mystère aussi. Harry est persuadé que si ça ne concerne pas Voldemort, il a aucun souci à se faire, surtout avec Dumbledore. Dobby fait l'éloge de Dumbledore, mais il précise toutefois qu'il y a des pouvoirs qu'un sorcier digne comme Dumbledore, mais Dobby ne finit pas sa phrase. Il saute subitement du lit pour attraper la lampe du bureau et se taper la tête avec en poussant des cris. Et évidemment, le bruit assourdissant provoqué par Dobby se fait entendre jusqu'au rez-de-chaussée et provoque un grand silence. Et ce qui devait arriver arriva. Harry entend Vernon se rendre à l'étage en prétextant devoir éteindre la télé que Dudley avait sûrement laissée allumée. Harry, heureusement, il a le réflexe de pousser Dobby dans le placard et de se jeter sur le lit avant l'arrivée de son oncle. En arrivant, Vernon colle son horrible tête près de celle d'Harry, le vacarme lui a fait rater sa blague sur le golfeur japonais, et lui dit que s'il recommence, il lui fera regretter d'être venu au monde. Alors évidemment, vu le caractère de Vernon, on se doutait pas un seul instant que Vernon, c'est l'oncle gênant ou la personne gênante qui adore faire les blagues lors des dîners de un rabbin, un prêtre et un bouddhiste rentrent dans un bar. Un Belge, un Français, un Chinois sont dans un avion. De toute finesse. Ouais, ça m'étonne pas non plus. On pense à Vernon qui doit faire tant de blagues sur le coronavirus actuellement. Une fois l'oncle Vernon parti de la chambre, Harry montre à Dobby que c'est la raison pour laquelle il ne peut pas rester ici. Il doit rentrer à Poudlard auprès de ses amis. Enfin, des amis qui n'écrivent même pas à Harry Potter. Dit Dobby d'un ton sournois. C'est la meilleure réplique du livre, je crois. Phrase. Chapitre 2, meilleure réplique du livre. Dans le film, j'adore la tête qu'il fait quand il dit ça. C'est trop drôle. Harry Potter a des amis qui ne l'écrivent jamais. Mais en fait, comment il le sait ? Mais oui, Harry, il fait tout de suite le rapprochement. C'est Dobby qui a intercepté les lettres. Et en effet, l'elfe sort une liasse d'enveloppe de sa tête d'oreiller qui lui sert de vêtement. Harry reconnaît l'écriture ordonnée d'Hermione, celle brouillon de Ron, même aussi les gribouillis d'Hagrid.
Dobby explique son geste en disant à Harry que s'il pensait que ses amis ne pensaient pas à lui, il ne voudrait pas retourner à Poudlard. Dobby lui dit qu'il va lui rendre ses lettres, mais à une condition, c'est qu'il promette qu'il ne retournera pas au collège. Évidemment, Harry ne promet rien du tout et veut récupérer ses lettres, mais avant d'avoir pu esquiser un geste, Dobby ouvre la porte et s'engouffre dans les escaliers. Arrivé à la salle à manger, Harry repère Dobby accroupi sur le buffet en train de faire léviter l'énorme gâteau à la crème de la tante Pétunia. L'elfe de maison essaie encore une fois de faire promettre à Harry qu'il ne retournera pas à Poudlard, mais le jeune sorcier lui dit que c'est impossible. Dans ce cas, je cite, « Dobby doit agir, monsieur, pour le bien de Harry Potter ». Dobby disparaît d'un bruit sec et le gâteau s'écrase sur le carrelage, projetant de la crème partout dans la cuisine. Des cris se font entendre au salon et Vernon retrouve notre pauvre Harry figé de terreur et recouvert de crème de la tête aux pieds. Vernon essaye de sauver la soirée en expliquant que c'est le fait de son neveu perturbé qu'il laisse dans sa chambre parce que le pauvre a peur de rencontrer des gens qu'il ne connaît pas. La soirée aurait pu être sauvée, mais c'était sans compter l'arrivée d'une chouette qui mit fin définitivement au dîner et au marché de Vernon par la même occasion. La chouette s'engouffre dans la salle à manger et laisse tomber la lettre sur Madame Mason, et cette dernière, évidemment, pour ne rien arranger, a une peur bleue des oiseaux. Et là, je crois que Monsieur Mason a dit la pire chose que Vernon puisse entendre dans son foyer. C'est en se ruant à l'extérieur de la maison, Madame Mason s'écrie qu'elle ne veut plus rester un seul instant dans cette maison de fous. Alors pour ceux qui n'auraient jamais lu le livre et qui n'auraient vu que le film, remarquent sans doute que la version est légèrement différente dans le livre, parce que dans le film, Dobby fait carrément léviter le gâteau, il atterrit sur la tête de Madame Mason. Ouais. Et je sais pas si toi, si t'as une version préférée. Je pense que c'est déjà assez chaud pour Harry, le fait que le gâteau à la crème soit explosé dans la cuisine, que d'ajouter qu'en plus ça explose sur la tête de Madame Mason. Et toi ? En fait, le truc, c'est que dans le film, ils ont évacué le courrier, en fait. Oui. Donc il n'y a pas la chouette qui rentre. Je sais pas pour quelle raison Steve Kloves a décidé que c'était mieux. Puis finalement, c'est un choix un peu discutable, parce que c'est pas très cohérent dans l'univers. Harry il s'en sert quand même recevoir une lettre parce qu'il y a eu un sort de lévitation. Effectivement, donc je préfère en fait carrément que le gâteau atterrisse sur la tête de Madame Mason, mais ça aurait fait beaucoup effectivement avec la chouette peut-être. Mais t'imagines, genre elle se prend le gâteau et là la lettre qui lui colle comme ça. Non. Ça aurait été drôle aussi. Pendant ce drama, Harry est toujours dans la cuisine, les jambes tremblantes de peur. Vernon, d'un ton mauvais, lui demande de lui lire la lettre que la chouette a apportée. « Cher Monsieur Potter, nous avons été informés qu'un sortilège de lévitation a été utilisé dans votre lieu de résidence ce soir à 9h12. Comme vous le savez, les sorciers de premier cycle ne sont pas autorisés à jeter des sorts en dehors de l'école et toute récidive dans l'utilisation de tels sortilèges pourrait entraîner votre expulsion de ladite école. Décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, article 1875, alinéa C. Nous vous rappelons également que toute pratique de sorcellerie susceptible d'être remarquée par des membres de la communauté non magique, Moldus, constitue un délit puni par l'article 13 du Code secret établi par la Confédération internationale des mages et sorciers. En vous souhaitant d'agréables vacances, nous vous prions de croire, cher Monsieur Potter, en l'assurance de nos sentiments distingués. Mafalda Opprick. Service des usages abusifs de la magie, ministère de la magie. J'aime bien cette politesse de fin. Passez d'agréables vacances tout de même. On vous menace d'expulsion, mais bonnes vacances. Bien cordialement. Je vais me permettre de faire un petit aparté sur Mafalda. Alors comme la lettre l'indique, c'est une sorcière qui travaille au service des usages abusifs de la magie du ministère. Et on va la croiser quelques fois au cours de la saga, puisque c'est elle qui est à l'origine en fait de l'envoi des lettres de rappel à l'ordre pour l'usage abusif de la magie. Harry va donc avoir de ses nouvelles dans l'ordre du Phénix, lorsqu'il va utiliser le Patronus pour éloigner les détraqueurs. Et puis aussi, on va la retrouver dans les Reliques de la Mort, mais pas dans son rôle d'envoyer des avertissements aux élèves, mais parce qu'elle est nommée greffière à la commission des enregistrements des nés moldus. Mais je pense que cette histoire, on va la garder pour un prochain épisode. Mais d'ailleurs, son rôle dans les Reliques de la Mort va lui permettre de devenir un personnage jouable dans les jeux Lego. Et j'ai pas encore atteint ce niveau, donc je trouve ça plutôt cool qu'on puisse jouer Mafalda Opprick dans les jeux Lego à l'avenir. Ouais, c'est vrai, c'est marrant, encore une fois, qu'un personnage comme ça, c'est juste un nom sur une lettre du ministère, et puis en fait, ça va être un personnage qu'on va retrouver plus tard, et
Et puis même qu'on peut jouer Ouais, au jeu Lego. Ça va être Mais du coup, marrant. il est dans les reliques de la mort. Enfin, ouais. Ouais, au ministère. Ok. Ouais, t'en es pas encore là. Non. J'en suis à la 3e année. J'ai passé le passage de Buck. Je me souviens que dans la chambre des secrets, il y avait souvent cette interrogation de mais pourquoi Harry reçoit la lettre? Enfin, finalement, c'est pas lui qui a fait léviter le gâteau. Et en fait, c'est parce que c'est la trace qui fonctionne comme ça. Et c'est quelque chose qu'on apprend un peu plus tard. Mais en fait, la trace détecte les sortilèges qu'il y a autour des sorciers. Et surtout, en fait, le ministère peut savoir si un sortilège qui a été lancé, s'il y a des moldus aussi dans le coin. Et a priori, les elfes de maison sont indétectables. Et c'est pour ça, en fait, Harry, il a toujours la trace sur lui parce que du coup, il n'est pas encore majeur. Et c'est pour ça. Mais ça paraît un peu curieux, cette règle, quand même, parce que... C'est injuste. Ouais, enfin, c'est un petit peu bizarre parce que finalement, ça détecte pas les elfes de maison. On verra dans l'ordre du Phénix, justement, hein, comme tu l'as rappelé, que ça détecte pas non plus les détraqueurs. Non. Donc, finalement, je me demande, enfin, la trace, elle sert à pas grand chose. Enfin, je veux dire, elle sait qu'il y a un sorcier de premier cycle. Elle sait qu'il y a des moldus, mais à part ça, la trace, le ministère, Après, normalement, si un sortilège est détecté vers la trace du sorcier, c'est le jeune sorcier qui devrait lancer ce sortilège. Mais normalement, dans la vie de tous les jours, quand il n'y a pas Harry Potter, il n'y a pas de détraqueurs, et il n'y a pas d'elfes de maison dingos qui font des sorts de lévitation, tu vois. Non, mais c'est pour ça que dans l'ordre du Phénix, le procès n'a aucun sens parce que il s'est fait détecter avec la trace parce qu'il a lancé un Spero Patronum, mais en même temps, ils sont incapables de détecter s'il y a un détraqueur. Or, la seule utilité d'un Spero Patronum, enfin, l'utilité principale, on va dire, du Patronus, c'est de se protéger des détraqueurs. Ah non, la miss, tu veux voir là, mon cerf, là, mon Patronus? Moment gênant 2020. Moment gênant 2020. J'ai trouvé une utilité. On est encore au mois de février et on a atteint ce moment gênant de l'année. Merci, Marina. À ce moment, Vernon reprend les pleins pouvoirs sur la vie de Harry, car maintenant, il sait que les sorciers de premier cycle n'ont pas le droit de pratiquer la magie en dehors de l'école sous peine d'être renvoyés. Retour à la case départ pour Harry qui se retrouve enfermé dans sa chambre, transformé en véritable prison. Et le mot prison, c'est même pas exagéré, parce qu'en fait, le lendemain, une personne installe des barreaux aux fenêtres de sa chambre. Vernon installe lui-même une trappe pour lui passer ses repas sans devoir ouvrir la porte. Et Harry a le droit à 2 sorties pour utiliser la salle de bain, une fois le matin et une fois le soir. Donc c'est quasiment, littéralement, une prison. Mais on est d'accord que même au début des années 90, c'est illégal, ça. Oui, maltraitance. Parce que, encore le coup de la poêle de Pétunia, je veux dire, je pense qu'au début des années 90, ça choquait personne, tu vois. Mais ça, on est dans la maltraitance, hein, c'est un délit, là, à ce point-là. Hein. C'est choquant. Hein. Il pourrait être condamné. C'était le moment sérieux. Pénal. Non, mais c'est vrai pour être condamné au pénal, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'en plus, maintenant, on est par exemple en 2020 et tu relis ça, tu dis, attends, ils mettent des barreaux aux fenêtres, mais attends, ils l'enferment, il y a une trappe sous la porte pour passer une soupe froide une fois par jour. Mais c'est quoi ce délire? Enfin, c'est encore plus choquant avec le temps qui est passé, quoi. 3 jours plus tard, les choses ne se sont toujours pas améliorées pour Harry. D'accord, aller à Poudlard le sauverait sûrement d'événements terribles, mais en même temps, la vie à Privet n'a jamais été autant insoutenable. Parce qu'au vu de la tête du repas que Pétunia lui sert, un bol de vieille soupe en boîte qu'il doit partager avec Edwige, il allait sûrement mourir de faim. Mais si jamais il est absent pour la rentrée de Poudlard, est-ce que quelqu'un allait venir le chercher? Est-ce qu'on pourrait obliger les Dursley à le laisser partir? Et c'est la tête pleine de ces interrogations que Harry sombre dans un sommeil agité. Son sommeil l'emmène dans un zoo où il est enfermé dans une cage, faible et affamé. Dans la foule, il reconnaît Dobby, puis Dudley qui tape dans les barreaux. Mais Harry ouvre soudainement les yeux. Quelqu'un l'observe pour de vrai à travers les barreaux de sa chambre. Un visage constellé de taches de rousseur, des cheveux roux et un long nez. Ron Weasley. Merci Marina pour ce nouveau chapitre. Merci Jérémy.
Et on passe tout de suite au renommage du chapitre, hein, justement, c'est-à-dire la petite tradition. Si on devait renommer le chapitre, comment tu aurais fait? Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 2, Dobby, un ami qui vous veut du bien. Oh, Oh. Si vous voyez son petit sourire là, c'est le sourire satisfait là. Un petit sous-entendu cinéphile. C'est le sourire, t'as vu, je l'ai préparé, t'as vu, c'est pas mal, il y a un sous-texte. C'est dommage que vous ayez pas l'image. Et moi, je l'aurais renommé Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 2, Dobby la nuisance, volume 1. Et c'est plutôt une facilité parce que je pense que ça va revenir. Il va y avoir plusieurs volumes. Il va y avoir le volume 2. Il va y avoir le volume 2, le volume 3. Prochainement. Dans vos oreilles. Et aussi, on a commencé la semaine dernière une nouvelle petite tradition en fin de chapitre, c'est de choisir son personnage préféré du chapitre. Et pour des raisons sérieuses ou pas d'ailleurs. Marina, si tu devais choisir un personnage, lequel tu choisirais? Je pense qu'on va avoir le même. Dobby. Moi, c'est pas Dobby. Ah, toi, c'est pas Dobby? Non. Parce qu'au-delà de la nuisance de Dobby, on aperçoit aussi la complexité de son personnage, qu'il est tiraillé entre la fidélité qu'il a pour sa famille, enfin une fidélité qu'il n'a pas choisie, hein, qu'on lui impose par sa nature, et puis aussi la fidélité qu'il a envers le bien, tout simplement, et de protection envers Harry. Et puis aussi, il est un peu énervant parce que il veut faire bien les choses et en même temps, il crée que des misères à Harry, mais en même temps, t'as envie de le prendre dans tes bras, tu fais « Oh, reste avec moi, ne repars pas chez les Malfoy !» Voilà pourquoi j'ai choisi Dobby. Attends, toi, t'as choisi la tarte à la crème. Non, mais t'es pas loin. Ouais, bah, en même temps, si c'est pas Dobby ni Harry, je veux dire, ça peut être qu'une bêtise. Non, moi, mon personnage, j'ai choisi la chouette qui laisse tomber la lettre sur la tête de Madame Mason, qui a la phobie des oiseaux. Parce que, tout simplement parce que c'est une rebelle, une vraie. Voilà. Et sans plus attendre, passons à la volière. Et nous avons un premier hibou sonore qui nous vient d'Emma. Salut la fréquence, bonjour à vous deux, je vous écoute depuis Montréal tous les samedis matins. J'ai eu une remarque par rapport à Harry Potter 6, quand Dumbledore il meurt, dans les versions originales, que ce soit dans le livre ou dans le film en VO, il dit Severus, please, et alors que dans le film en version française, il dit Severus, aidez-moi. Donc j'ai remarqué ça. Par contre, j'ai pas le livre en version française, donc je saurais pas vérifier si dans le livre ça a été traduit aussi. Mais ça donne encore plus une mauvaise impression par rapport à la trahison de Severus, alors qu'en version originale, au final, il nous donne pas tant cette impression de le trahir, quoi. Il lui dit juste s'il te plaît. Et en fait, quand on sait que oui, c'est s'il te plaît, tue-moi, ça fait beaucoup plus de sens. Donc voilà, continuez comme ça. Ça fait plaisir de vous écouter tous les samedis. Bye! Tabernacle, merci pour ton hibou. Est-ce que c'est l'épisode de la gênance pour moi? Excuse-la, Emma. Dès qu'on touche au Québec, elle est très sensible, Marina. J'adorerais aller à Québec. Ah, franchement, mais je crois que c'est ça qu'on lui a répondu justement quand elle avait envoyé son hibou sonore. C'est vrai qu'on adorait aller découvrir le Québec, on adorait quoi. Donc merci beaucoup, Emma. Est-ce que tu as une réflexion, une réaction par rapport à cette différence que pointe Emma? Non, mais Jérémy, please, tell me. Bah ouais, honnêtement, je m'étais jamais, je l'avais jamais remarqué, tu vois. Alors j'ai regardé parce que dans le livre en français, please, c'est traduit par s'il vous plaît. Mais la traduction du film, aidez-moi, qui pose un peu problème à Emma, finalement, moi je trouve qu'elle fonctionne quand même. Parce que, en fait, tout dépend de comment on interprète please. Please, c'est un peu comme plein de mots en anglais, on peut le traduire différemment de la façon dont on l'interprète. Et le choix dans le film, il est sans doute par défaut aussi, parce qu'il faut savoir que pour le doublage, il faut respecter en fait la synchro labiale au maximum. Et dans ce cas-là, please, c'est un mot qui peut poser problème, parce que c'est court en fait, c'est please, c'est voilà, un peu on l'a dit, c'est terminé.
Et donc ça offre assez peu de possibilités de traduction. Donc je pense que on peut pas traduire s'il vous plaît en doublage, c'est trop long pour please. C'est pour ça que aidez-moi, je pense que c'est une option intermédiaire, mais je dirais pas que ça trahit la version originale parce que please, ça peut vouloir dire aidez-moi. Donc en fait si vraiment tu le dis un peu en suppliant, tu vois. Enfin, je sais pas, ça peut dire aidez-moi quoi, enfin aide-moi. Oui, mais comme tu dis, s'il te plaît, tu vois, ça peut dire aidez-moi, ça dépend comment tu le dis, comment tu le formules aussi. Tout est une question de formulation, enfin de ton surtout. Après, ce que Emma, elle dit, c'est effectivement, ça peut rendre la réalité de la chose, c'est-à-dire que Rogue tue Dumbledore sur commande, ça peut effectivement, le aidez-moi, ça rend la réalité un peu plus opaque pour le spectateur, peut-être, parce que aidez-moi, pour le coup, là, c'est aidez-moi à me défendre, aidez-moi à me sortir de là. Je veux dire, ça sert un petit peu le film. Et c'est vrai de dire aidez-moi, parce que le spectateur peut se dire, il lui demande de l'aider et il le tue. Alors que juste please en anglais. Ça aide pas à la tension dramatique. Ouais. Mais voilà, après, je trouve finalement que c'est assez subtil la différence entre s'il vous plaît, aidez-moi. Enfin, je sais pas, je vois pas vraiment grande différence. Enfin, je trouve pas que ça trahit quelque chose. En tout cas, pas la version originale. Mais ça joue sur la tension dramatique, je pense. Ouais, mais un petit peu, quoi. Un petit peu. Beaucoup, je trouve. Ah ouais ? Mais ce sera mon dernier mot. Ouais, aidez-moi, tu trouves que du coup, tu penses que Dumbledore, pour le coup, ça veut dire... je pense comme Eba, ça me dérange un peu. Qui disent aidez-moi. Et ça te pose un problème. non, mais voilà. Non, mais... En fait, dans le livre, Jean-François Ménard, il a traduit ça par s'il vous plaît, comme ça, il y a même pas, la question se pose même pas, en fait. Mais c'est vrai que aidez-moi, en même temps, je trouve que ça trahit pas trop. Je vois où est le problème. Mais c'est à mettre aussi sur le compte du doublage, hein, tout simplement. Et cette fois-ci, nous avons un hibou d'Alizé. J'avais une question. Pourquoi les Mangemorts appellent Peter Cudvert alors que c'est censé être juste son surnom avec James, Lupin et Sirius? En soi, on n'a pas d'idée de pourquoi, mais je pense que je pense que tout le monde a su au bout d'un moment que Peter Pettigrew était un animagi et qu'il se transformait en rat et que son surnom c'était Cudvert et je pense que c'est un surnom qui s'est démocratisé. Tout simplement. Parce qu'on le voit dans l'Ordre du Phénix, dans la Pancine, quand Harry voit son père avec ses copains, ils s'appellent par leur surnom, en fait. Donc si eux s'appellent comme ça, je pense que les autres les appelaient pareil. Et c'était pas juste un surnom gratuit. Intime, pardon, voilà. C'était pas juste un surnom entre eux. Après, il y a quand même le truc où Rogue, il reconnaît pas, en fait, les surnoms sur la carte du maraudeur. Ouais, mais Rogue est un peu exclu de tout. Est-ce qu'il est passé à côté de ça Enfin, c'est la question que je me pose. En plus, je crois qu'on s'était posé la question à l'époque du podcast. Mais quand Rogue confisque la carte du maraudeur à Harry dans le prisonnier d'Azkaban et qu'il se fait insulter par Patmol, Cudvert, tout ça, on s'était déjà posé la question, mais est-ce qu'il reconnaît les noms ? Et je sais plus ce qu'on en avait conclu. On va certainement nous le dire en hibou. Mais là, j'ai un doute tout de suite. Ça se trouve, Rogue, il se souvient très bien de leur surnom. Mais dans tous les cas, ouais, je pense qu'ils étaient connus. Hein. C'était connu que Peter se faisait appeler Cudvert. Patmol, je pense que... Ouais, je pense que c'était connu par leur entourage. Et puis, c'est peut-être aussi un choix de Peter, tout simplement. Il préfère peut-être se faire appeler Cudvert, en fait. Allez, un prochain hibou de Morgane, qui nous dit « Bonjour, je voulais vous donner mon avis sur un questionnement que vous avez eu dans l'épisode sur Norbert le dragon. Dans cet épisode, vous vous demandiez comment ça se fait que les amis de Charlie puissent passer l'enceinte de Poudlard en balai. Ah, je me souviens de ça. C'est le transplanage qui est impossible à faire dans l'enceinte de Poudlard. Pas de passer de l'enceinte physique, que ce soit à pied, ou en balai, ou en voiture volante. Le bouclier qui empêche de passer physiquement n'est mis en place qu'à partir du tome 6, ou peut-être le 5, bref, après le retour de Voldemort. Dans le tome 3, le ministère met des détraqueurs aux abords de l'école pour protéger l'école de Sirius Black. Mais il n'y a pas ce bouclier physique, car Dumbledore n'a pas de raison de protéger les élèves de Black. Il sait qu'il est innocent, ou du moins il sait qu'il ne veut pas s'en prendre à Harry, vu que ce n'était pas lui le gardien du secret. On avait eu pas mal de réactions par rapport à ce débat-là, mais parce que, encore une fois, en fait, il n'y a aucune information officielle. Il y a pas d'information
selon nous, du Wizarding World, qui explique vraiment comment Poudlard est protégé dans le tome 1, dans le tome 2, dans le tome 3. Effectivement, la protection dans l'école des sorciers est pas la même que dans les reliques de la mort, où il y a la bataille à Poudlard. Ça, c'est certain, et il y a eu des évolutions avec le temps. Et on sait, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Morgane a pointé du doigt aussi le fait que même pour Sirius Black, finalement, le bouclier physique, il n'était pas là, sinon il n'y avait pas besoin de détraqueurs. Le truc qui me dérange, c'est que j'ai du mal à me dire que Dumbledore, il s'est dit qu'à partir de la soi-disant mort de Voldemort, on pouvait amoindrir la protection de Poudlard. Au point où tu pouvais passer par balai volant ou voiture volante l'enceinte de Poudlard jusqu'à la tour d'astronomie. Ça me dérange un peu, enfin, je trouve que ça aurait été juste une énorme erreur de sa part, mais ça m'étonne un peu vu le sorcier qu'il est. Bon, en même temps, c'est ce qu'il a fait, sûrement. Donc c'est un peu étonnant. Je sais pas, ça me dérange cette idée qu'on puisse quand même... que les balais magiques soient autorisés à aller jusqu'à la tour d'astronomie. Je me demande, c'est tout simplement pas une incohérence du film, tout simplement. Enfin, même des livres. Du livre. Mais on dit souvent incohérence pour pas dire... Oubli, trou dans la narration. Parce que c'est vrai qu'en fait, on peut que suggérer, effectivement, qu'à partir du 5, à partir de l'ordre du Phénix, il y a plus de protection à Poudlard. Mais c'est quelque chose qu'on peut uniquement suggérer parce que on le sait pas, et c'est vrai qu'on peut se poser la question. Je veux dire, une protection physique, même si en soi le danger est pas immédiat, elle fait de mal à personne en fait, cette protection. Enfin, je veux dire, pourquoi l'enlever, pourquoi... Oui. C'est vrai que c'est pas très rassurant finalement. Bah non. C'est pour ça que je trouve ça un peu étrange. Après, on avait dit aussi que peut-être que c'est pas possible de se poser emballé sur la tour d'astronomie et que Dumbledore était certainement au courant. Ça, c'est plus probable. Et franchement, je préfère cette version-là parce que ça me dérange quand même que jusqu'à l'ordre du Phénix, on puisse se poser en balai volant n'importe où à Poudlard. Franchement, ça me paraît inconcevable quand même. Ouais, on est d'accord. Ça me paraît assez inconcevable. Je veux dire, le monde des sorciers, il est pas sûr, hein, même sans Voldemort. Même sans Voldemort, il y a bien d'autres mages noirs autres que Voldemort, je pense. Donc ça me paraît un petit peu curieux, mais c'est un débat qui est sans fin tant qu'on n'aura pas d'informations claires en nous disant voilà, Dumbledore savait, il a levé la protection parce que Charlie lui a envoyé un hibou. Ok, les détraqueurs, bon, effectivement, Dumbledore savait que Sirius Black était pas le criminel qu'on pensait, mais néanmoins il y avait de toute façon la protection physique. Enfin, je sais pas, un truc qui nous prouve que Poudlard est protégé quand même. Affaire à suivre, et je pense que ça va durer de toute façon ce débat. Un dernier hibou de Tom G. J'aimerais connaître votre avis sur un point concernant Dumbledore. Hier, j'ai terminé Harry Potter à l'école des sciences politiques et morales, et cet ouvrage, que je recommande, promeut la volonté de Dumbledore de rendre le monde magique visible des Moldus via le mariage envers les Moldus et les sorciers. Au bout d'un moment, les mariés Moldus aux sorciers seraient si nombreux que cacher le monde magique ne servirait plus à rien. J'ai trouvé cela très intéressant, parce que cela signifierait que Dumbledore, au fond, poursuit le même but que Grindelwald. Ils se sont uniquement séparés parce que Dumbledore a trouvé un moyen plus correct et plus droit pour y parvenir. De même, Voldemort ne serait donc qu'un obstacle de plus dans une défense de cause bien plus profonde. Qu'en pensez-vous ? Alors moi, je suis pas contre l'idée que Dumbledore et Grindelwald aient un jour poursuivi un but commun. C'est ce qui les a déjà d'ailleurs rapprochés, je pense. Après, ce qui les a séparés, bien entendu, c'était que la fin ne justifie pas tous les moyens. Donc je pense que c'est plutôt cohérent avec l'observation de Tom G. Après, ce que Tom G dit, c'est que ils ont quand même gardé le même objectif, enfin que Dumbledore a toujours eu ce même objectif, c'est-à-dire d'abolir la frontière entre les sorciers et les Moldus. Sauf que Grindelwald veut le faire par la force, et Dumbledore veut le faire par le mariage. En fait, c'est un petit peu ça, si je comprends bien le message de Tom. C'est intéressant de se demander si Dumbledore, effectivement, son idéal, c'est pas d'enlever le secret magique. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est ça son idéal ? Est-ce que c'est un monde où les sorciers et les Moldus vivent en harmonie ensemble ? Ouais, vivent en harmonie et que les sorciers ne cachent pas leur pouvoir pour que les Moldus leur foutent la paix, entre guillemets, tu vois, et gardent égoïstement leur pouvoir à chacun de leur côté. Après, je sais pas si c'est bien un programme établi pour Dumbledore, mais je pense que ça pourrait être son idéal, oui. Parce que finalement, ce qui est intriguant, c'est qu'on a, à mon souvenir, on sait pas trop ce que pensent les sorciers du secret magique. Alors, à part Hagrid, dans le 1, justement, qui dit à Harry que c'est inévitable, en fait, le secret magique, parce que sinon, les Moldus demanderaient tout le temps aux sorciers de régler leurs problèmes. On l'avait évoqué dans Fréquence 9 3/4.
Mais en fait, on sait assez peu ce que pensent les autres sorciers de leur vie en tant que marginaux, en fait. C'est-à-dire que est-ce que ça leur va vraiment ? Est-ce que des sorciers, on va dire progressistes comme Dumbledore ou Minerva McGonagall, ils aspirent pas à un monde où il y a plus de secrets magiques et où les sorciers n'ont plus à vivre dans la clandestinité ? Est-ce que l'homosexualité est un tabou dans le monde des sorciers au moment d'Harry Potter ? Bah, Parce ça a coup, l'air bien parce sûr, que Dumbledore en parle jamais. Grindelwald, forcément, il y a le thème de l'homosexualité qui arrive. Le sujet est jamais abordé. Hein. Et mais vu que c'est écrit dans les années 90, ouais, déjà, il n'y a pas le mariage homosexuel. Et je pense que ça serait pas tabou. C'était pas tabou dans les années 90, mais c'était pas évoqué. Bah, disons que... C'était pas représenté. Par exemple, si la coupe de feu se déroulait en 2020, je pense que le bal de Noël aurait pas été écrit de la même manière et que cette évidence que un cavalier doit inviter une cavalière, les cartes auraient été différentes et auraient été jouées différemment, parce que c'est vrai qu'on a quand même une vision hyper hétéronormée, particulièrement pendant le bal de Noël, de ce qu'est une relation amoureuse. Après, effectivement, je suis d'accord, il faut remettre dans le contexte, c'est les années 90. Donc, bon, dans les années 90, je veux dire, la coupe de feu, ça se déroule en 94. L'homosexualité, c'était pas trop ça, quoi. Mais ouais, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, vraiment, je sais pas, ce que des grands sorciers qui poursuivent pas d'objectifs mauvais, qu'est-ce qu'ils pensent du secret magique ? Enfin, qu'est-ce qu'ils pensent de la marginalité ? Et en fait, on sait par exemple que McGonagall, elle a beaucoup souffert en fait de ça, parce qu'elle a refusé l'amour d'un moldu, par exemple. Mais dans un idéal où il n'y a plus de secret magique, par exemple, le désastre amoureux qu'a vécu McGonagall ne serait pas arrivé. Et c'est intéressant de savoir, est-ce que ce traumatisme-là, ce traumatisme sentimental, est-ce que pareil, ça nourrit pas chez elle l'inspiration qui serait la même que Dumbledore, c'est-à-dire l'idéal d'un monde où les sorciers et les moldus vivent ensemble, qu'ils soient homosexuels ou pas d'ailleurs. Mais c'est très intéressant et effectivement, enfin ce qui est bien, c'est aussi de mettre en parallèle, en fait, parce que Grindelwald, on l'a dit, il est très politique comme méchant, mais en fait il veut ça, c'est-à-dire il veut abolir le secret magique. Oui. Mais il veut l'abolir parce qu'il pense que les sorciers sont supérieurs. Et c'est là où Dumbledore, il y a un moment, il veut abolir le secret magique pour imposer la supériorité des sorciers et non pour les mettre sur un pied d'égalité. C'est ça, c'est que pour le plus grand bien, Grindelwald, il le voit comme le fait que le grand bien, en fait, c'est les sorciers qui peuvent l'apporter aux moldus et pas le contraire. Ça a sens unique pour Grindelwald. Et suite à la mort d'Ariana et tout ça, Dumbledore, il a énormément changé. Il a évolué en bien. Je dis progressisme, mais c'est un peu ça, quoi. Il est devenu progressiste, il est devenu avant-gardiste. Quitte à se mettre à dos des familles comme les Malfoy, par exemple. Mais est-ce qu'il y a un idéal, une philosophie politique qui va jusqu'au fait de remettre en cause le secret magique ? C'est une bonne question et moi, ça me passionne personnellement. Merci à tous pour vos messages, quelques dédicaces comme d'habitude pour ceux qu'on ne cite pas forcément. Merci à Naé, 11 ans, qui nous écoute en dessinant. On a partagé un de ses dessins sur nos réseaux sociaux. Merci aussi à Minoé, qui nous a découvert il y a pas très longtemps. Et enfin, merci à Style From Above sur Instagram, qui a le rituel de nous écouter chaque samedi matin. Et en parlant de rituel, en lisant plusieurs messages, on a vu que beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, nous écoutaient au moment du coucher. Donc, je dis que je ferai la blague. Ouais, vas-y, fais-la. Alors, j'ai décidé de vous offrir une petite séance ASMR Harry Potter. Oh, oh. Edwige, que fais-tu ? Voilà, c'était tout pour la gênance. Non, c'est vrai, il paraît que pas mal d'auditeurs... Est-ce que c'est pas l'épisode de la gênance pour moi ? Ouais, il y a plus de respect de l'auditeur. Je suis désolée, mais ce week-end, je suis restée 3 jours couchée à cause de la grippe, donc je crois que je lâche toute l'énergie que j'ai pas pu dépenser durant 3 jours. Cet épisode a failli ne pas voir le jour cette semaine. J'ai failli pas réchapper de la grippe. Non, mais c'est vrai, il paraît que, enfin, selon les stats, tout ça, qu'il y a pas mal d'écoutes le soir assez tard, et donc que des gens nous écoutent en se couchant. Et puis il y a des gens qui écoutent des podcasts de toute façon le soir dans le lit. Et comme on raconte un peu l'histoire d'Harry Potter, sans doute que ça plaît aux gens de s'endormir. Et bonne nuit, enfin, si c'est le cas. Parce que là, c'est la fin de l'émission. Donc le podcast va bientôt se couper. Donc...
Donnez pour le futur Tipeee. Donne de l'argent sur Tipeee. Donne. Il est même pas encore ouvert. Non, dans la page n'est pas encore ouverte. Ouais, on pourrait mettre des messages subliminaux si les gens ils nous écoutent alors qu'ils dorment. Ouais. Ah ouais, super idée. La publicité subliminale. Merci également à Antoine sur Twitter. Il avait gagné notre concours pour visiter l'expo Lego Harry Potter à Lyon et il a profité de son cadeau en nous envoyant de belles photos. Et merci aussi à Julie Lemaire pour le partage de sa vidéo. Pour rappel, si ça vous intéresse de communiquer avec d'autres auditeurs, on a ouvert récemment un groupe Facebook privé qui vous permet d'échanger avec nous et de parler d'Harry Potter. Au moment où on enregistre, on est une petite centaine et il y a de la place pour vous si ça vous dit. Et si vous souhaitez soutenir notre podcast, n'oubliez pas de nous mettre les petites étoiles qui vont bien et un commentaire sur l'application iTunes si vous l'utilisez et de parler de l'émission autour de vous ou encore de rejoindre nos réseaux pour rester connectés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous prenez autant de plaisir que nous à revivre la Chambre des Secrets. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 3.